Qui est Swea Fox? Il s'agit du surnom d'un drôle de personnage, une de ces figures rares et étranges, que l'on trouve parfois dans le monde de l'ufologie anglo-saxonne. Swea est un ressortissant américain, qui s'est installé en Irlande, parce que sa compagnie est irlandaise, et qu'il désirait y fonder une famille. Il dispose de ce fait de la double nationalité, irlandaise et américaine. Son curriculum vitae est pour le moins atypique, et il n'y a qu'aux États-Unis que l'on peut trouver un parcours professionnel aussi peu orthodoxe, aussi exotique et aussi fascinant. Nous avons pu vérifier que toutes les accréditations du personnage étaient exactes. Car avant d'être l'animateur d'un show radio populaire en Irlande et d'un site internet, tous deux consacrés aux ovnis, aux extraterrestres, aux anomalies et théories de la conspiration, Swea était au départ un infirmier diplômé spécialisé en intervention dans des zones de combat, zones d'accidents et de catastrophes. Il a participé comme infirmier à la guerre du Golfe I, soit l'opération de Desert Storm auprès de l'armée américaine, mais il a également été formateur logisticien pour des infirmiers militaires en Arabie et aux Émirats. Il a collaboré à un projet d'entraînement militaire des forces aériennes saoudiennes et dans ce cadre, il a pu mener à bien un programme de suivi et d'observation sur radar de phénomènes ovnis. Il a également travaillé dans le domaine de la sécurité et du renseignement pour des firmes privées américaines. Il a organisé aussi la sécurité de musées et de lieux publics dans un pays irlandais dans une ville Dublin qui n'est pas spécialement connue pour sa tranquillité. Il est enfin le créateur, fondateur et éditeur d'une association ufologique irlandaise, l'Irish Ufology Forum Utrecht Paranormal Study regroupant 6900 membres de par le monde, et 15 000 membres associés. Il a écrit des ouvrages sur les anomalies, l'univers holographique et a réalisé des reportages et des documentaires sur les phénomènes ovnis. Un parcours donc plutôt atypique et chargé. Il nous a semblé être un personnage très intéressant, rugueux, loin des stéréotypes sociaux et qui surtout, avait été un des premiers à avoir médiatisé Charles Hall. Il occupe à notre avis un très bon poste d'observation pour nous livrer un point de vue original sur Charlie Hall, les Taluites et le phénomène de la vie extraterrestre en général. Interview Swea Fox Carmavon, vous avez été le premier à organiser une émission radio sur Charles Hall. Quelles furent les réactions de vos auditeurs, mais aussi des spectateurs puisque vous avez également édité une interview vidéo? Swea, oui, le Swea Fox Show était le premier programme exclusif à passer sur les ondes, l'interview de Charles Hall et à parler du phénomène des Taluites à la fois localement, pour l'Irlande et globalement pour l'audience Internet. Cela a été une expérience magnifique de pouvoir faire cela et de passer le message enfin au reste du monde. C'était le genre de choses que tout le monde attendait. En fait, Paola Harry, la journaliste photographe d'investigation était sur cette affaire, il y a un an déjà. Mais nous n'avons pas compris pourquoi elle n'a pas présenté l'histoire, elle-même alors qu'elle avait confirmé tous les aspects de cette affaire au cours de son enquête personnelle, et du temps qu'elle a passé avec Charles Hall. Je l'ai appelée à Rome et je lui ai dit, que nous allions faire une émission sur l'histoire de Charles. Elle s'est montrée très sympa alors que nous lui demandions au préalable son accord. Duncan Rhodes, l'éditeur de Nexus Magazine, était également un défenseur de Charles Hall, et de sa trilogie de livres milléniales relative à ses expériences avec les extraterrestres Taluites, alors qu'il était soldat pour l'Air Force dans le Nevada. J'ai établi de bons rapports avec Charles, et sa compagne Marie-Thérèse, et j'ai pu avoir un bon aperçu de son histoire. Ceux-ci m'ont aidé à présenter les livres et l'histoire d'une manière très personnelle uniquement pour l'émission. Au moment précis où nous avons diffusé l'émission sur le web, notre site a été attaqué. Le serveur qui hébergeait notre site a été débranché par Yahoo. Nous étions avec Yahoo depuis plus de 5 ans, et puis ils nous ont tourné en bourrique. Soudainement, ils n'avaient jamais entendu parler de nous. Nous avions cessé d'exister, et n'étions plus membres depuis des mois. Intéressant non? Il nous a fallu créer un nouveau site web avec une meilleure politique de relation avec notre fournisseur. Ensuite, c'est le serveur de notre site Miroir, qui a été attaqué mais notre chef technicien, a été capable de localiser la source de la zone d'interférence, et il a rapidement réussi à la bloquer. L'interférence provenait d'un lieu situé dans l'État de Washington, aux États-Unis, juste à côté de l'installation nucléaire de Hanford. Pas mal non? Nous avons également diffusé un avertissement que si cela se reproduisait encore, nous allions démolir l'ensemble du réseau et nous l'aurions fait, croyez-moi. Notre chef technicien en a la capacité et les connaissances. Carmavon, selon Charles Hall, les Taluites ont une base principale à Nelly, pas très loin de l'Air 51 et de Groom-Lake. Pour ce que vous en savez, est-ce que les Taluites ont interagi avec d'autres races extraterrestres principalement des Short Grey, qui sont également censés disposer d'une base dans cette région? Swea, bon, au cours de son service de météorologiste pour la base, Charlie était stationné dans une région de la base de l'Air Force de Nelly, qui le maintenait assez isolé.
Il était plutôt livré à lui-même, seul pour remplir sa mission, et ses contacts et ses relations avec les Talouites n'étaient pas vraiment de nature à lui permettre de poser toutes les questions qu'il avait envie de poser. En fait, son premier contact avec eux fut plutôt traumatisant. Il y a mis 6 mois pour s'en remettre et à accepter que ces êtres existaient vraiment, et qu'ils ne provenaient pas de cette planète. Il est passé par une peur abjecte, et un profond déni pour ensuite en arriver à une acceptation graduelle du rôle, et de la relation qu'il a développée plus tard avec eux. Suite aux conversations que j'ai eues avec Charlie et sa femme, je ne crois pas qu'il ait eu le moindre contact ni la moindre connaissance de l'existence des gris. Carmavan, Charles Hall vous a-t-il expliqué s'il a vu d'autres races extraterrestres, ou s'il a eu connaissance de l'existence d'autres types d'aliens installés sur l'Air 51 ? Souhait, Charlie a spéculé à propos de cette possibilité avec moi, mais il n'a pas admis avoir vu d'autres races extraterrestres sur cette base. On doit se rappeler qu'il était plutôt jeune à cette époque, et qu'il avait déjà assez à faire à simplement accepter le fait que des extraterrestres existaient et vivaient là. Je suis certain que la simple idée qu'il existait d'autres espèces extraterrestres vivant sur la base ou dans les environs n'a même pas traversé son esprit, avant qu'il n'y songe à nouveau il y a quelques années seulement. Il a cependant évoqué avoir aperçu et identifié un extraterrestre de type nordique, avant qu'il ne soit stationné sur la base. C'est peut-être ce fait qui a été au départ la raison de sa sélection pour interagir avec une autre espèce lorsqu'il est entré dans l'Air Force. Carmavan, pensez-vous que le phénomène des Talouites est un phénomène plus largement étendu, et qu'on peut les trouver dans d'autres parties du monde? Souhait, il est intéressant et assez ironique que vous posiez cette question. Il est également plutôt exact que les Talouites disposent d'un assez grand nombre de vaisseaux éclaireurs, NDR, Squatchy, qui sont basés à Nelly. Pourquoi disposent-ils d'un si grand nombre de ces appareils, si ce n'est pour l'exploration d'autres régions de la planète où ils doivent vivre, des appareils qu'ils doivent donc employer dans un but similaire d'exploration? Nous avons connaissance de l'existence de cavernes dans l'état de l'Illinois USA où ils seraient également stationnés depuis sans doute pas mal de temps. Mon propre intérêt pour l'expérience vécue par Charles Hall est apparu avec le fait fascinant que j'ai moi-même rencontré un Talouite, ici, en Irlande. Ma femme était au courant, mais je ne dois raisonnablement pas attendre de la part d'autrui que l'on me croie sur parole. C'est tellement éloigné du vécu quotidien de la plupart des gens, qu'ils ne pourraient jamais l'admettre. Concernant le Talouite que j'ai vu ici, j'ai raconté l'histoire à Charlie, et il ne s'est absolument pas montré surpris. Il a même donné une raison pour laquelle ce Talouite s'est montré si vivement intéressé dans la fouille de mes poubelles. C'est là, près de mes poubelles, que je l'ai rencontré. Et cela constitue une histoire à part entière. Carmavan, les Talouites furent les premiers à s'être installés à Nelly. Savez-vous si l'Air Force a rencontré des problèmes avec eux lorsqu'ils se sont mis à construire leurs immenses installations à Nelly, à savoir les différents sites d'essais balistiques, mais aussi les sites aéronautiques pour les Black Project? Souhait, je ne pense pas que l'on puisse dire que les Talouites étaient les premiers à s'être installés sur la base de l'Air Force de Nelly. Nous savons, d'après les dires de Charlie, qu'ils étaient là depuis des siècles. Mais il y a une histoire très occulte, très clandestine de ce site qui remonte à au moins 50 ans et plus. D'autres choses vont être révélées à l'avenir à ce propos, mais en ce moment, nous sommes toujours en train d'enquêter avec de nombreux autres chercheurs. De nombreux témoins honnêtes ainsi que des témoins du genre de ceux que l'on trouve dans le projet Disclosure, NDTR, projet Révélation du Dr Gray, qui a réuni autour de lui des militaires et des scientifiques US ayant été témoins de faits étranges relatifs aux extraterrestres et aux projets occultes en matière d'armement et d'aéronautique, affirment que toute la région, en ce compris la zone de Groom Lake et de Papoose Lake ainsi que d'énormes installations souterraines, sert en réalité de centre de réception consulaire, une sorte d'ambassade pour de nombreuses espèces extraterrestres, aussi bien que pour des échanges technologiques. Je suis persuadé que les bâtiments de l'Air 51 et les installations adjacentes s'avéreront avoir été conçus en collaboration avec des comités ET, et que leur construction s'est décidée après qu'il y eut une prise de contact avec le gouvernement US et d'autres dirigeants des Black Project. Carmavan, dans le cadre de votre enquête, avez-vous pu corroborer l'histoire de Charles avec les récits d'autres témoins? Souhait, bonne question. La corroboration est toujours très utile, et s'avère être en fait une partie vitale de l'enquête à même de préciser la preuve et la véracité de ce qui s'est passé. Dans de trop nombreux cas, les rencontres et autres événements similaires sont discrédités ou demeurent des faits irrésolus simplement parce que ces faits se déroulent en présence d'une personne solitaire, sans autre témoin. Oui, dans le cas de Charlie, des témoins se sont mis en avant, après avoir été recherchés pendant longtemps, bien des années après les faits. Ce sont en fait des gens qui ont travaillé à Nelly, ou dans les environs avec Charlie à la même époque. En fait, on a découvert de nombreux témoins
qui semblent disposés à créditer les affirmations de Charlie et bien entendu, ils sont disposés à parler pour leur propre compte, depuis que toute cette affaire a plus ou moins été révélée au grand public aujourd'hui. Ces gens feront l'objet, à l'avenir, de futurs Sway Fox Show sur le sujet. Par conséquent et pour l'instant, leur identité et leur provenance seront très sérieusement gardées secrètes. Mais restez attentifs. Ces témoins présentent de nouveaux aspects intéressants à propos desquels ils veulent bien s'exprimer, et donc partager leur expérience. Karma Von, dans votre travail, vous avez lu de nombreuses histoires à propos d'aliens. Quelle est l'originalité de l'histoire des Talouites? Sway, par originalité, vous voulez dire différent. Si c'est le cas, oui, cette affaire nous amène de nombreux nouveaux sentiments, de nouvelles impressions dans notre compréhension du phénomène extraterrestre, et de cette espèce en particulier. Les Talouites ont des valeurs familiales et s'aiment les uns les autres, ils font preuve d'un sens de la division du travail, comme nous le faisons et ont une apparence très humanoïde, se déguisant assez facilement afin de nous ressembler. Ils ont interagi et se sont promenés parmi nous depuis des siècles sans avoir ému ou ennuyé, qui que ce soit parmi le genre humain. Karma Von, pourquoi les Talouites sont-ils venus sur Terre? Sont-ils intéressés par la race humaine et si oui, pour quelle raison? Sway, la vie intelligente recherche la vie intelligente. Mais la Terre est également une station de transit, une place pour faire des réparations, faire le plein d'énergie et aussi prendre du bon temps. C'est une belle planète qui se situe à la toute extrémité de l'un des bras de cette galaxie en spirale de la Voie lactée. Ne viendriez-vous pas vous aussi à la rencontre d'autres races extraterrestres dans des circonstances similaires? Peut-être ne sont-ils pas vraiment intéressés par nous en tant qu'espèce mis à part, le fait de nous étudier et se distraire. Après tout, Charlie Hall était comme une sorte d'agneau sacrificiel à leur égard. Oui, il n'a pas été grièvement blessé, mais quelquefois il subissait leur jeu mental et technologique. Les grands généraux américains avaient tout simplement autorisé les Talouites d'expérimenter ce qu'ils voulaient avec Charlie. D'autres membres de l'Air Force, employés au même poste que Charlie, ont été blessés et ont fait l'objet de mauvais traitements très graves. Ici encore une fois, vous avez des gros bonnets américains, qui jouent avec la vie des gens ordinaires et qui s'en fichent. Charlie a eu beaucoup de chance. Karma Von, comment se fait-il que Charles Hall n'a apparemment pas eu de problème lorsqu'il a révélé au grand public l'existence des Talouites? Savez-vous si finalement Charlie a fait l'objet de pression ou de menaces de la part de l'Air Force? Sway, cette question soulève assez bien de possibilités de réponses différentes. Nous savons que le gouvernement et ses hommes et femmes des opérations occultes ont cherché un moyen de soulever un coin du voile posé sur le gros mensonge qui a été raconté au monde entier. Ils ont essayé d'imaginer la meilleure façon de faire savoir aux gens l'existence des OVNIS et des extraterrestres alors qu'ils avaient au contraire tout fait pour empêcher les gens de connaître la vérité au cours de toutes ces années de l'époque moderne. Mais ils veulent également ne pas être perçus comme les sales types, les méchants qui doivent quitter la ville. Et ils veulent toujours avoir le contrôle total, s'il y a des fuites ou si l'affaire est révélée au grand public, ce qui adviendra inévitablement. Dans le cas de Charlie, il s'agit peut-être d'un galop d'essai pour vérifier comment les gens l'acceptent, lui et son histoire. Cela peut faire partie d'un plan coordonné à long terme pour acclimater les populations mondiales au fait que oui, les OVNIS et les extraterrestres existent, qu'ils font partie de notre histoire, et sont toujours présents parmi nous, ici, aujourd'hui. Karma Von, dans le domaine des auteurs et chercheurs spécialisés en ovnis et en théorie de la conspiration, comment ces gens ont-ils réagi face à l'histoire de Charles Hall? Ont-ils été sceptiques, cyniques, indifférents ou bien ont-ils fait preuve d'ouverture d'esprit? Sway, de nombreux chercheurs ont découvert que l'histoire de Charles était un point de ralliement. Ils ont été impressionnés par la manière dont il a révélé son interaction avec les Talouites. Il a livré son récit sur le ton d'une personne normale, à l'endroit où comme une personne normale le ferait et il apparaîtrait crédible par la manière dont il raconte le type d'histoire qui narre ses aventures avec eux. Karma Von, avez-vous des informations relatives aux accords que les Talouites auraient conclus avec l'Air Force? Sway, mes sources me disent et j'ai confiance en elles que les Talouites contrôlent totalement la situation. L'US Air Force n'a rien à dire. En fait, ils n'ont jamais pu obtenir quoi que ce soit d'utile de CET dans le cadre d'un échange technologique ou même de vraies informations relatives aux technologies spatiales, NDR, relatives aux voyages intersidéraux. Les officiels du gouvernement, les gens des Blacko, NDR, opérations occultes, et certains militaires ont fait de brefs voyages dans leurs vaisseaux éclaireurs, mais on ne leur a pas donné l'accès à leurs vaisseaux spatiaux interstellaires ou intersidéraux, NDTR, voyages dans l'espace profond, des espaces technologies, ainsi que des informations relatives à leur programme ici sur Terre. Mais ne vous y trompez pas, cette planète a déjà été largement infiltrée, et prise en main de plusieurs manières.
Alors que des extraterrestres de plusieurs races appliquent dans l'ensemble la tant débattue première directive de non-ingérence, NDR, directive qui empêcherait toute race extraterrestre plus avancée d'influencer brutalement le développement et le libre arbitre d'une race moins évoluée, ils n'en surveillent pas moins tout ce qui se passe en arrière-plan. Ce que cela signifie vraiment, c'est une chose dont nous parlerons à une autre occasion. Carmavan, parlons de l'ère 51. Quelle crédibilité donnez-vous au dossier Branton et au dossier Omega, à cette énorme masse d'informations concernant les bases des Short Grey dans l'Area 51, leurs programmes secrets et leurs installations souterraines? Souhait, mon commentaire sur cette question se limitera à poser une autre question. Quelle quantité réelle de pouvoir les grilles disposent-ils parmi les autres groupes extraterrestres qui sont ici? Je ne crois pas qu'ils collaborent tous ensemble. Je pense plutôt qu'ils se tolèrent les uns les autres jusqu'à un certain point, mais je suis convaincu, en me basant sur les informations de mon propre groupe de consultants, qu'il existe en réalité une hiérarchie plus élevée que ces petits pantins gris. Carmavan, lorsque nous lisons la littérature générale sur le phénomène des abductions, mais également certains livres venant de la bande d'Amonto, Peter Mon, Preston Nicole, Al Biley, Stewart Swerdlow, etc., il y aurait de très nombreuses races extraterrestres en activité sur Terre? Combien et quels sont leurs buts? Souhait, je me souviens qu'au cours de mon travail dans l'armée, NDR, américaine, on a discuté de cette question précise lors de réunions confidentielles. Nous étions au courant, et cela remonte à une vingtaine d'années, de l'existence d'environ 54 races d'extraterrestres différentes, qui étaient plutôt bien établies sur Terre. Toute déclaration de ce type a été et sera bien entendu discréditée, et les gens qui en sont les auteurs sont traités comme des idiots, comme des fous et des déséquilibrés. Cela n'a pas d'importance. J'ai l'habitude de dire lorsqu'on me pose la question de savoir si je crois en cela, savoir est bien mieux que simplement croire. Maintenant, exception faite des affaires de désinformation, moi-même et la plupart de mes consultants et informateurs, nous sommes d'accord pour dire que nous pourrions être en présence de plus de 102 espèces identifiées sur cette planète. Certaines sont ici pour de longues périodes. D'autres sont passées par ici ou encore viennent pour aussitôt partir. Des gens comme moi qui avons anciennement fait partie des administrations gouvernementales et militaires américaines ont beaucoup plus de chances que des collègues d'autres pays. Notre serment de fidélité en matière de sécurité ne dure que 20 ans, et il nous contraint à ne pas divulguer des choses dont nous avons eu connaissance jusqu'à l'écoulement de ce délai. En Angleterre et dans de nombreux autres pays, ils sont liés tout au long de leur vie aux lois relatives au secret d'État ou quelque chose de ce genre. Il serait difficile pour chacun d'entre nous de dire des choses définitives sur le but réel qui pourrait animer les ETS sur Terre. Nous ne sommes pas du tout accommodés à leur culture et à leur psychologie. La plupart du temps, nous nous sommes contentés de l'épistémologie, c'est-à-dire la façon dont la connaissance se construit et s'acquiert. Nous devons examiner très attentivement leurs actions, et tenter d'extrapoler ce qu'elles peuvent signifier. Nous sommes toujours en train d'écouter et d'apprendre, ce qui requiert toujours plus d'informations et d'analyse. Nous gardons à l'esprit qu'il s'agit d'un grand univers, même l'univers physique, que nous pensons connaître, et qu'il y a toujours des bons et des méchants. Carmavan, avez-vous vous-même été la victime d'une rencontre étrange avec un ovni, ou avec un extraterrestre, ou encore fait l'objet d'une abduction? Souhait, je vais devoir faire court sur ce qui est finalement une longue histoire pour cette interview. Notre expérience en Irlande avec les extraterrestres, et leurs différents vaisseaux a débuté, lorsque je suis revenu de l'opération Desert Storm, tempête du désert, après avoir entraîné les troupes saoudiennes. C'était inattendu, même en tenant compte de mes diverses capacités et expériences, car j'avais vu des ovnis dans différentes parties du monde, et j'avais eu des expériences peu communes avec ceux-ci et leurs occupants. L'ensemble de notre famille a été impliqué dans une série d'observations célestes, et qui se sont signalées juste ici, autour de notre résidence, au début de l'année 1999. Cela a commencé comme une activité de loisir familial après que j'ai noté, depuis plusieurs semaines, la présence d'un ovni dans le ciel nocturne. Bien entendu, je sais faire la différence entre les satellites, les avions, les anomalies aériennes, visuelles, les effets d'optique et les vrais phénomènes inconnus. Il y a plus de 4000 satellites qui gravitent autour de la planète, mais ils ont des orbites prévisibles, et seulement un quart d'entre eux sont en état de marche. Nous savons où et quand on peut s'attendre à voir un satellite. Il existe un manuel que les scientifiques, les astronomes et les ufologues utilisent. On le nomme les éphémérides et il comporte les plans de vol de tous les satellites. Donc, j'étais très excité de voir des ovnis en Irlande, et nous avons commencé à les identifier, et les enregistrer sur vidéo. Nous avons tous été agréablement surpris quand ces ovnis volaient, partaient et revenaient au-dessus de la maison puis la survolaient encore pour ensuite s'évanouir et disparaître. Parfois, ces ovnis nous survolaient, brillaient et disparaissaient.
Ils affectaient l'électricité de plusieurs manières étranges. La lampe halogène témoin s'éteignait, et s'allumait et les autres lampes de la maison faisaient la même chose. Les télévisions situées dans différentes pièces de la maison, passaient en même temps d'une chaîne à l'autre, le moteur de la voiture s'éteignait puis, démarrait à nouveau et le téléphone, se mettait à sonner avec personne au bout de la ligne. Mais l'un des phénomènes les plus étranges, était les courriels pouvaient s'envoyer par eux-mêmes. Ils semblaient être capables d'initialiser ma connexion Internet, et tentaient d'envoyer des messages. J'ai également enregistré l'incident sur bande vidéo. Nous n'avions jamais reçu de message, c'est juste la connexion que l'on enregistrait. Il y a eu beaucoup de choses que la plupart des gens dénués d'expérience préalable du même genre, auraient trouvé totalement inacceptables, ou complètement dingues selon leur vision du monde. C'est ce que pensent la plupart des gens, qui va constituer la réalité. Une nuit, à l'occasion d'une observation nocturne typique, il y avait beaucoup d'activité. L'une de mes filles a été comme touchée et paralysée. Elle était avec moi à l'extérieur à observer la parade en train de défiler dans le ciel au-dessus de nos têtes et soudainement, elle a ressenti quelque chose qui la liait au sol. Elle avait les deux jambes paralysées, et il a fallu la transporter jusqu'à la maison. Elle n'avait plus aucune sensation dans les jambes et ne pouvait plus les bouger. En tant qu'infirmier, mon épouse et moi-même, nous lui avons fait passer tous les examens possibles pour tester ses capacités motrices et sensorielles. Elle a été également marquée par des empreintes rougeâtres en forme de diamant sur la partie supérieure des cuisses, et qui sont restées pendant des mois. Les sensations sont revenues plus tard dans la soirée. C'était donc un état temporaire. Mais dans quel but? Nous avons capturé cet incident dans son intégralité sur caméra infrarouge. C'est une toute autre histoire. Il y a seulement quelques années, on aurait parlé de démence, de folie si l'on évoquait l'existence de la télépathie et de la transmission de pensées sans parole. Aujourd'hui, les gens se sentent plus libres d'évoquer ce genre de sujet. Et la plupart des programmes gouvernementaux et militaires comportent de telles recherches. Bon, au risque de paraître ridicule, le ridicule étant une technique de décrédibilisation et d'assassinat de la personnalité utilisée par les groupes d'opérations occultes, les Black Ogre, je vais vous dire très franchement que j'ai eu des contacts télépathiques avec des extraterrestres. Nombre de ces contacts ont été racontés dans des magazines et des journaux, principalement parce que les informations de ces échanges télépathiques étaient idéologiquement correctes et prouvables. Généralement, on me faisait comprendre télépathiquement de sortir maintenant, ou dans quelques minutes de chez moi. En suivant ces instructions, j'étais à l'extérieur au moment exact où un ovni se montrait et je pouvais même le filmer sur vidéo. Il y a tant d'histoires et d'incidents à raconter à ce propos, mais ce serait trop long pour cette interview. J'ai évoqué un grand nombre de ces histoires lors d'une conférence à l'UCD, l'University College Dublin il y a un an. Ils étaient captivés et le moins que l'on puisse dire, est qu'ils étaient troublés par le concept. Les choses changent. Je crois réellement que les mômes sont prêts pour tout cela. Ils ont été élevés avec toutes ces histoires qui ont provoqué chez eux une grande curiosité et un intérêt, autant pour le sujet des extraterrestres que pour le paranormal. Carmarthen, votre pays, l'Irlande, est assez réputé pour ses traditions liées aux êtres féeriques, aux contes de fées? Peut-on dire la même chose à propos des extraterrestres et des ovnis, notamment que l'Irlande est un bon pays pour y faire des rencontres rapprochées avec des extraterrestres ou des ovnis? Si oui, pourquoi? Y a-t-il un site particulier en Irlande, qui serait l'objet d'étranges manifestations, une sorte d'Air 51 ou de manteau local? Souhait, en remontant à la préhistoire, j'imagine en fait que tous les pays possèdent leur mythe et leur légende des dieux dans les cieux, de ces étranges créatures qui vont et viennent, de ces lieux magiques et protégés, de ces constructions inexplicables, de ces machines volantes, ces grands enseignants mais aussi des armes, et des grandes batailles entre des races non humaines, ainsi que des hybridations entre les humains et des êtres qui étaient différents et vivaient séparés de nous. Vous trouvez ce même genre de récit en Irlande. Les Tuatha sont considérés comme une race issue de l'espace. Ils proviennent des cieux et sont retournés dans les cieux. Cuchulain, un héros de la mythologie irlandaise, avait une arme qui sifflait et tirait du feu, et qui pouvait détecter des ennemis cachés dans des cavernes. Cela ressemble fort à des armes à recherche et détection. Il possédait un grand nombre d'armes, qui ressemblent fort à la technologie de l'âge moderne et spatial. Il y avait aussi des gens qui volaient à bord de chariots enchantés, dans les cieux et même au-delà des cieux vers le palais des dieux. Leurs vaisseaux sont bien décrits dans les traditions anciennes. Ils sont faits de métaux et de verre, et étaient d'apparence ovale comme un disque volant. Oui, les contes de fées d'Irlande, similaires à ceux que l'on trouve en Écosse et en Angleterre, sont toujours rapportés et crus par de nombreuses personnes ici. Nombre de gens ont des parents et des proches âgés, qui se souviennent avoir entendu des fées qui jouaient de la musique, et qui dansaient dans les bois ou dans les champs. Certaines personnes disent encore spontanément avoir vu des fées ou un leprechaun.
on raconte d'eux qu'ils résident dans une dimension voisine, et que seules certaines personnes peuvent interagir avec ces êtres ou les voir. La chose vraiment bizarre, c'est que même aujourd'hui de petits enfants rapportent régulièrement, sans tenir compte de ce que les adultes en pensent, avoir joué avec ces créatures féeriques. Ils les décrivent comme étant amusantes, gentilles, vives, voletant en tous sens et dotées d'ailes transparentes. Selon certains récits, elles peuvent parfois être assez espiègles, jouant des tours aux humains. Mais on dit également que ces créatures sont très attachées à la nature, et promptes à intervenir si des humains interfèrent avec les cycles naturels et l'environnement. De telles choses sont-elles réelles? Pourquoi pas? Nous venons à peine de découvrir que nous ne connaissons pratiquement rien à propos de la réalité. Je garde l'esprit ouvert. En ce qui concerne les ovnis en Irlande, puisqu'il s'agit d'un événement global, il est entendu que les ovnis et leurs occupants visitent les lieux. On ne peut plus dire qu'il s'agit d'un phénomène à part et ponctuel puisque ces événements se passent partout dans le monde sur une base quotidienne. De nombreuses apparitions d'ovnis en Irlande tout, comme ailleurs se déroulent le long des lignes géomagnétiques, à savoir sur des zones magnétiques dans le sol. Les scientifiques ont eux-mêmes récemment vérifié que de telles zones chargées en énergie existent effectivement. Ces zones quadrillent complètement la Terre. Nous avons ici une de ces lignes qui passe à côté de notre maison, ce qui peut être une raison qui expliquerait les apparitions d'ovnis. Le château Leslie, Castle Leslie, se trouve dans la même région sur la même ligne magnétique en bas de la route qui mène jusque chez nous. La région des Monaghan où nous vivons semble être un terrain de prédilection pour ces apparitions. De plus, l'Irlande possède plus de 12 000 sites de mégalithes, qui semblent également générer d'étranges effets, d'étranges sentiments sur les gens, et qui se révèlent être des sites où de nombreuses personnes affirment avoir vu des fantômes et des apparitions. Dans notre coin, il y a un groupe de vieilles bâtisses appelées du Narrow. Le dernier homme à avoir habité dans ces anciennes demeures est mort récemment. Mais dans le passé, avant le décès d'une personne, un vaisseau brillant y apparaissait chaque fois quelques jours avant. Ces événements ont été rapportés par des témoins maintes fois au cours des années. Ce sont des choses qui dépassent largement le simple cadre des légendes. Ce sont des événements qui ont été observés par de multiples témoins dans le passé jusqu'au temps moderne. Carmavon, que pensez-vous des théories Dick, Branton etc. à propos des conspirations, de ces sociétés secrètes guidées par de mystérieuses entités qui manipuleraient tout? Souhait, on ne peut que seulement imaginer la profusion d'influences qui nous environnent ici sur la planète Terre. David Icke et les autres que vous avez mentionnés vont souvent trop loin et sont parfois même un peu stupides. Leur conception du cosmos peut parfois se lire comme la presse tabloïde à sensation, des journaux et des magazines du type de l'Examiner, NDR, journal à sensation anglais comme le Sun, ou le National Enquirer américain. Nombre de leurs théories de la conspiration sont en fait basées sur des enquêtes douteuses et de soi-disant informateurs provenant de clubs et d'organisations prétendument secrètes. La plupart de ces groupes ne sont rien de plus que des associations d'anciens étudiants, ou des groupes et des organisations d'intérêt financier, qui font cause commune pour la poursuite de leur propre programme de manigance économique et sociale. Cela ne veut pas dire qu'ils ne portent pas préjudice aux petites gens, ou qu'ils n'apportent pas le chaos et la globalisation dans la poursuite de leur propre intérêt. De telles factions occultes qui servent aussi d'organisations secrètes, peuvent de fait être des instruments de pouvoir, peuvent manipuler des marchés mondiaux, provoquer des guerres et des dommages aux libertés individuelles. À cet égard, on peut les considérer comme étant des organisations criminelles et des agents de contrôle. Ces factions sont apparentées à nombre de nos institutions sociales et culturelles, qui marchent en fait main dans la main, afin de maintenir les gens dans une forme de bêtise, pour qu'elles ne se soulèvent pas contre la vision mondiale unie dans laquelle ils nous ont enfermés. Par exemple, le gouvernement et la religion fonctionnent ensemble. À la base, ils veulent faire des gens, des unités de travail, des consommateurs qui paient leurs taxes, des gens qui ne sortent pas du rang, et qui croient dans les mythes et les mensonges sociaux dont ils nous abreuvent. Ils ne veulent pas nous voir nous avancer dans un second stade de la pensée qui consiste à se poser des questions sur les sujets sur lesquels on nous demande de ne pas penser. Nous commençons à apprendre en imitant les autres. Il s'agit simplement de mimétisme, et la plupart des gens ne sortent pas de là. Regardez autour de vous, les gens sont des suiveurs qui ne font les choses que parce que les autres le font. Ils ne veulent donc certainement pas qu'il y ait une poignée de penseurs libres qui traînent autour de nous. Tout d'abord, il n'y aurait plus de religion. Il ne peut pas y avoir d'institution religieuse lorsqu'il y a des libres penseurs. Il faut donc susciter de la peur auprès des gens, leur affirmer qu'ils ont besoin d'intermédiaires et de guides, et qu'on a déjà répondu à toutes les questions à leur place. Tout comme je ne peux m'empêcher de dire, pas une institution ou organisation religieuse ne sert les aspirations spirituelles du genre humain. Elles ne font que se servir elles-mêmes.
C'est aussi la raison pour laquelle les drogues employées de façon adéquate représentent une telle menace pour l'establishment. Les drogues mettent un terme au conformisme social, ouvrent les gens à des expériences d'illumination et d'épiphanie, et mettent aussi un terme pour toujours au conditionnement programmé. Les gens commencent à se comporter comme des anarchistes. Les anarchistes n'ont pas vraiment de penchant pour les bombes qui détruisent les choses. Ils veulent juste qu'on les laisse en paix se gouverner eux-mêmes. Cela ne peut pas être permis. De telles personnes perçoivent la vie différemment, et veulent savourer une liberté intérieure, l'exploration et la recherche. Ils perçoivent la vie comme une forme d'art, et veulent être capables d'être libres, et de s'exprimer sans contrôle. Il n'est pas permis dans nos cultures de considérer la vie de cette façon. Par conséquent, la plupart des gens deviennent et demeurent des moutons. C'est le vrai combat de la vie. Se battre contre l'ordinaire et faire ses propres choix. Karmavon, pensez-vous que la mentalité générale des gens à l'égard des ovnis et extraterrestres va changer? Souhait, certainement, oui, mais dans certains sens. Si un ovni venait à se poser au milieu d'une grande foule ou dans un lieu public, il pourrait au moins dire « Oh, voilà une soucoupe volante ». Ils sont devenus assez familiers de ces notions, et de ce qu'elles signifient par le biais de films, de vidéos et de livres sur le sujet. Mais la grande réponse à la question est loin d'être trouvée. La plupart des gens ne veulent pas savoir, à moins que cela n'affecte leur existence au quotidien. Karmavon, nous avons vu que vous avez été interviewé par la BBC. Avez-vous été victime d'un certain ostracisme de la part des grands médias à propos de la nature de votre travail et de votre approche générale des anomalies, des sujets paranormaux et des ovnis? Souhait, vous devez comprendre que nous sommes tous victimes de l'ostracisme des médias. La plupart des gens ne réalisent pas que les médias, tout spécialement les médias radio et télédiffusés comme le câble, la radio et la télévision, sont tous des entités qui sont des propriétés, des entités qui sont détenues par quelqu'un. Ces associations de médias appartenant à l'un ou l'autre groupe, défendent et servent leurs propres programmes et leurs propres intérêts financiers, que cela soit des consortiums publics ou privés. La programmation est essentiellement médiocre, et sans consistance dans son offre. C'est une des armes principales utilisées pour abêtir les gens, le nivellement pas le bas. Ils vous montrent une salle des miroirs, pour que vous ayez l'impression d'avoir un plus vaste choix dans les programmes de loisirs, de sport, d'enseignement, de culture qu'il n'y en a vraiment. Ma récente interview avec la BBC a été un cas d'écoler l'objet d'une leçon. J'ai pu rencontrer et discuter de certaines bonnes questions avec l'astronome Sir Patrick Moore, mais j'ai été coupé de façon répétée par l'animateur de l'émission, et son débit de parole très rapide avant même que j'ai pu conclure ou donner un minimum d'ampleur à mon idée. Le présentateur n'a jamais parlé de mes propres références, ainsi que le matériel de preuve sur lequel je m'appuyais, et sur lequel il m'avait questionné avant l'émission. Je n'ai pas eu le temps de donner l'adresse du site, et notre email et j'ai été coupé en plein milieu de mon intervention. J'ai fini par apprendre que Sir Patrick Moore, étant fait bien informé dans le domaine des ovnis et des extraterrestres, il est dans les bons circuits d'information, et je l'ai su à cause de mon association avec Desmond Leslie, qui était un bon ami de Patrick. Révéler cela aurait pu mettre à mal ses aspirations, et jeter le doute sur la réputation de son programme scientifique, et nuire à son travail avec la BBC. Ce n'était pas une interview, mais une simple protection de leur politique. Bien entendu, il n'y avait aucune équité dans le fait que l'on m'ait impliqué dans un débat avec un des leurs. C'est une des raisons pour lesquelles je fais mon propre Sway Fox Show. Nous présentons les informations qui ne sont pas diffusées, et qui sont retirées du circuit. Les infos trop chaudes, trop difficiles à manier ou à commenter, ainsi que les sujets controversés, et néanmoins vitaux qui affectent la compréhension de ce qui aura un effet sur l'avenir des gens. Nous disons les choses comme elles sont. Nous les présentons sans le filtre de la réalité, et la pensée unique auquel les gens sont habitués. Nous essayons de faire voir les aveugles, et nous tentons de soulever des questions à propos de ce qui nous est dit, ou ce que l'on nous autorise à savoir, tout cela dans le but d'élever la conscience individuelle sur ce qu'est réellement la réalité. La plupart des médias ont des politiques qui dépendent de groupes d'intérêts financiers, de règles gouvernementales, de contrôle éditorial et de philosophie biaisée par les propriétaires, et les actionnaires de ces groupes. Nous ne sommes pas banalisés socialement parlant tout, comme nous ne sommes pas de simples lecteurs, spectateurs ou présentateurs. Nous voulons être âpres, provoquants et originaux dans les intérêts que nous portons au genre humain et à l'environnement. Par environnement, nous voulons autant parler de la biosphère que de l'atmosphère de liberté. Nous essayons d'être cette voie de la liberté, loin des vieilles idées figées des pressions conformistes de l'establishment, mais également loin de cette guerre contre le peuple dépassé. Nous ne portons pas des complets cravates, nous ne submergeons pas les gens avec de la publicité, et nous ne satisfaisons pas la bureaucratie ou la norme.